Donc, je vais donner la première partie de cette présentation où ça va vraiment être une définition des concepts et une discussion des théories pour mieux comprendre la stigmatisation. Puis, je vais lancer les paroles à mon co-présentateur, Mathieu Joël Gervais, qui va beaucoup apporter ses connaissances dans la pratique lorsqu'on parle à propos des les populations issues de diversité de genre et de sexualité. Donc, ce que je vais discuter plus spécifiquement, c'est qu'est-ce que c'est la stigmatisation, parler un peu à propos des différentes définitions et des conceptualisations. Je vais ensuite parler à propos de quelques enjeux qui sont plus spécifiquement pertinents pour comprendre le stigma chez les communautés LGBTQ+. Et je vais parler un peu à propos des variabilités au sein de cette vulnérabilité. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre la grande diversité dans le bien-être et le fonctionnement de ces différentes communautés. Ensuite, on va tourner vers Mathieu, Joël, et il va parler plus spécifiquement à propos des conseils pratiques. Donc, comment on peut mettre cette théorie au devant. Donc, il y a beaucoup, le stigma, c'est un concept qui est vu dans beaucoup de disciplines et qui peut être défini de beaucoup de différentes façons, mais une des définitions les plus classiques qui fait un point de référence pour plusieurs des définitions qu'on voit utiliser fréquemment, c'est l'idée de Erving Goffman. Et c'est essentiellement, il décrit le stigma comme un attribut qui discrédite profondément l'individu ou le groupe. Et essentiellement, fondamental à cette idée, c'est l'idée que le stigma est quelque chose qui est utilisé pour dévaloriser un groupe de personnes. Et ça réduit une personne d'une personne entière habituelle à une personne écartée. Et donc, cette idée, c'est vraiment le noyau au centre de l'idée de le stigma. Et donc, les éléments de cette définition de stigma pointent de l'importance des caractéristiques qui distinguent l'individu d'un groupe de les normes et que c'est vraiment le contexte d'appartenir à un groupe d'évaluer dans un contexte social particulier. Link et Phelan ont élaboré beaucoup sur ce concept en proposant 4 différents facteurs qui sont essentiels pour comprendre qui va être stigmatisé et comment. Et le premier élément qui est central pour leur définition, c'est que les gens distinguent et étiquettent les différences humaines. Mais ça, c'est seulement la première étape. Donc, on étiquette et on note les différences humaines. Puis, il y a un développement des croyances culturelles dominantes associées les personnes étiquetées à des catégories indésirables. Donc, lorsqu'on parle à propos de la diversité sexuelle et la diversité des genres, ça va être tout ce qui est stéréotype autour d'avoir des attirances envers des personnes du même genre ou d'avoir une identité de genre qui est différente de ce ou celle qui était assignée à la naissance. Ensuite, on voit ces croyances culturelles ont des conséquences sociales où les personnes étiquetées sont catégorisées comme eux autres qui se distinguent de nous. Donc, on a cette idée de le groupe central, puis les groupes périphérales. Ça, c'est très important pour ce concept. Et puis, finalement, et ça, c'est peut-être le plus important pour comprendre comment le stigma est différent que juste la différenciation individuelle qui est très normale et très différente, c'est comment être membre d'un de ces groupes, d'être un de ces groupes qui est poussé à la périphérie, comment ça limite l'accès à le pouvoir social, économique et politique. Donc, vraiment, c'est cette défranchisation des groupes vulnérables qui est très important pour comprendre qui va vivre le stigma et qui ne va pas vivre le stigma. Et bien que nous pouvons penser à propos de beaucoup de différents facteurs qui vont lier avec le stigma, les situations d'habileté, les situations racialisées, etc. Aujourd'hui, on va parler spécifiquement à propos des exemples, surtout qui viennent de la diversité sexuelle et de genre, en lien avec le sujet de l'école d'été. Cependant, nous voulons souligner que ce n'est pas le type de stigma le plus important ou le plus intéressant ou le plus conséquent. C'est juste le stigma qui va être plus en lien avec les sujets qu'on aborde aujourd'hui. Donc, lorsqu'on prend le stigma et le phénomène social qui explique comment différentes personnes qui se forment des différents groupes sont vues de façon différente. Mais
Et une des manifestations qui est très importante pour comprendre comment le stigma impacte la vie des personnes, incluant les jeunes adultes, c'est le rôle de la discrimination. Donc, la discrimination, c'est la promulgation des stigmas ainsi que les stéréotypes qui résultent de la stigmatisation. Et nous pouvons parler à propos de 3 grands types de discrimination. On peut parler à propos de la discrimination individuelle. Donc, ça, c'est, par exemple, le cri des noms, l'abus verbal, les interactions négatives où une personne dévalorise une autre personne directement aux causes de leur identité réelle ou perçue. Donc, par exemple, lancer les épithètes homophobes ou transphobes, ce serait un bon exemple de la discrimination individuelle. Par contre, ce n'est pas, même si ça c'est peut-être le type de discrimination qu'on mesure le plus fréquemment chez les populations issues des diversités sexuelles et de genre, on peut aussi considérer que une deuxième type de discrimination qui est très important, c'est la discrimination institutionnelle. Et ça, c'est lorsque les institutions ont des politiques et les pratiques qui sont développées pour exclure et pénaliser certaines personnes. Donc maintenant, on voit une promulgation dans plusieurs États des États-Unis dans les politiques pour réduire et rendre inaccessibles les soins médicaux pour les jeunes issus des minorités de genre. Donc ça, c'est un exemple d'une discrimination institutionnelle. Finalement, on a une discrimination structurelle. Et ça, c'est une série de politiques et de pratiques institutionnelles qui mènent à la discrimination. Une bonne question, c'est comment est-ce que cette discrimination structurelle est différente que la discrimination institutionnelle? Pour moi, c'est vraiment avec l'idée de l'intentionnalité. Lorsqu'on parle à propos d'une discrimination institutionnelle, c'est vraiment l'intention de l'institution de punir et exclure un individuel ou un groupe d'individus. Avec la discrimination structurelle, il n'y a pas nécessairement une intention, mais l'impact, le cumul de beaucoup de différentes expériences mène à l'exclusion et la discrimination contre un groupe de jeunes. Donc, par exemple, dans les contextes scolaires ici, une des choses qu'on observe, c'est que c'est très difficile pour les jeunes de changer leur nom dans le système éducatif. Est-ce que c'était des règles qui étaient mises en place pour exclure des jeunes issus de minorités de genre qui veulent changer leur nom? Est-ce que c'est juste une coïncidence? Est-ce que c'était introduit pour des autres raisons? Moi, je ne suis pas capable de voir dans le cœur des personnes qui ont créé ces politiques, mais ça mène à une situation d'inégalité pour les jeunes issus des minorités de genre. Donc, lorsqu'on veut comprendre les conséquences de la discrimination et les stigmas, il y a beaucoup de littérature qui regarde l'impact de ces processus sur les adolescents et les jeunes adultes. Pascoe et Smart Rickman ont constaté que la discrimination perçue a des conséquences très sévères pour les jeunes au niveau que ça augmente la réponse du stress et diminue l'engagement dans les comportements de santé. Donc, c'est 2 grands mécanismes comment ces types d'expériences peuvent nuiser le bien-être des jeunes. Et leur méta-analyse, où ils ont regardé les conséquences de la discrimination, indique assez clairement que vivre avec une identité stigmatisée, vivre la discrimination en lien avec cette stigma est associé avec plus de troubles de santé mentale et une plus grande probabilité de répondre aux critères diagnostiques spécifiquement. Donc, plus de détresse et aussi plus de vulnérabilité pour des troubles de santé mentale. Par contre, une des choses que c'est toujours très important de souligner, c'est que lorsqu'on regarde les différences entre les personnes issues des minorités de diversité sexuelle et de genre, une des choses qu'on note, c'est qu'il y a les différences au niveau de le fonctionnement de santé mentale, mais les tailles des faits sont petites à moyennes. Donc, même avec toute la discrimination que ces populations vivent, on sait qu'il y a une grande résilience parce que il y en a beaucoup de jeunes qui montrent un fonctionnement exceptionnel et qui sont capables à sauter ces difficultés. Schmidt et ses collègues, donc en retournant, on parlait à propos de l'impact de la stigma. Schmidt et ses collègues ont mené une méta-analyse, donc on regardait beaucoup d'études pour nous donner un peu une idée de
quelles sont les différentes choses qui vont influencer comment la discrimination regarde, quelles sont les conséquences. Et une des choses qu'on note, c'est que lorsqu'on regarde les différents types de discrimination, c'est vraiment quelque chose qui reflète les conséquences d'un processus cumulatif. Donc, lorsqu'on voit les différents types de discrimination, les discriminations individuelles a plus de conséquences pour la santé mentale de l'individu que la discrimination de groupe. Être classifié dans un groupe qui a un statut inférieur et être discriminé pour cette raison est associé avec plus de conséquences d'être d'un statut de groupe supérieur. Donc, par exemple, une des choses qui est fréquemment demandée dans des contextes de congrès, peut-être pas cet congrès, mais comme qu'est-ce qu'on fait lorsque, par exemple, quelqu'un qui est hétérosexuel pense de vivre la discrimination, et bien qu'on peut dire des choses méchantes à propos des hétérosexuels. Une des choses que la littérature nous suggère, c'est que parce que les hétérosexuels font partie de le groupe dominant, ils vont vivre moins de troubles psychologiques en lien avec cette discrimination de quelqu'un issu de la diversité sexuelle. Et puis, une des choses qui va être particulièrement pertinente lorsqu'on parle à propos des personnes issues des minorités et de diversité sexuelle et de genre, c'est les identités plus décimables et les stigmas en lien avec ça ont plus de conséquences pour la santé mentale que les identités moins dissimulables. Désolée pour mon petite prononciation là. Et une des choses qui est toujours très importante de garder en tête, c'est que lorsqu'on regarde l'impact de la discrimination, lorsqu'on fait des expériments où quelqu'un vive une instance de discrimination, ça n'a pas un grand effet. C'est vraiment le fait de répétitive de vivre les discriminations qui a des conséquences pour la santé mentale. Finalement, il y a lorsque Mathieu, Joël et moi voulaient vraiment nous centrer notre discussion sur le stigma, deux choses qui nous sortaient qui sont très importantes de discuter, c'est le rôle de la stigmatisation internalisée et les microagressions, qui sont deux éléments plus récents qui nous aident beaucoup à comprendre le stigma. Le stigma internalisé, c'est la conséquence de la mesure dans laquelle les individus acceptent les messages sociétaux plus larges concernant leur groupe. Et lorsqu'on regarde les différences entre, par exemple, les minorités sexuelles et les hétérosexuels, lorsqu'on parle à propos du fonctionnement de santé mentale, même si on voit une grande amélioration au plan sociétal de les attitudes envers ces groupes, on ne voit pas une grande diminution dans les différences en troubles de santé mentale. Et une des raisons pour ça, c'est que lorsqu'on est dans un environnement qui est sexiste et hétérosexiste, les personnes issues de diversité sexuelle et de diversité de genre internalisent beaucoup de ces messages qui ont des conséquences très importantes pour leur santé mentale. Donc, on ne doit pas vivre de discrimination à chaque jour pour que ces expériences ont des conséquences sur le fonctionnement. Puis la deuxième idée, c'est l'idée des microagressions. Donc ça, c'était une théorie qui était initialement développée pour comprendre l'expérience des populations racialisées. Et c'est des insultes subtiles, verbales, non-verbales ou visuelles dirigées contre des personnes racialisées qui souvent automatiquement ou inconsciemment. Mais nous pouvons parler à propos de ces mêmes processus au sein des populations issues des minorités sexuelles et des minorités de genre. Au niveau de, par exemple, lorsqu'on parle à propos d'une personne issue d'une minorité sexuelle, les sentiments, les phrases comme « Oh, si vous n'avez pas me dit que vous êtes une minorité, que vous êtes gay, je ne le connaissais jamais », peuvent être, les personnes qui disent ça n'avaient peut-être pas l'intention d'être agressives, mais ça souligne pour une personne issue de la diversité sexuelle ou de la diversité de genre qu'ils n'ont pas une appartenance dans ce contexte et qu'ils sont à la périphérie dans ce contexte et que ça peut avoir les conséquences sociales. Finalement, donc lorsqu'on parle à propos de ces stigmas en général,
Lorsqu'on veut comprendre la variabilité dans le fonctionnement des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, un des modèles qui est fréquemment discuté, c'est le modèle de minority stress de Meyer. Et essentiellement, ce modèle propose que les personnes issues de ces populations vivent plus de troubles de santé mentale à cause de plus de discrimination, plus de internalisation de discrimination et de l'expérience d'avoir vu voir des autres membres de leur communauté vivre ces expériences. Et même que cette théorie a été développée initialement pour comprendre les populations issues de la diversité sexuelle, il y a de plus en plus de recherches qui suggèrent que ça fonctionne aussi pour comprendre le santé mentale chez les personnes issues de la diversité de genre. Le deuxième modèle qui est très important et qui un peu mettre ensemble l'idée de le stigma associé avec la diversité sexuelle et la diversité de genre, que, comme vous avez probablement vu dans les autres présentations, reflète deux populations qui sont associées mais différentes. C'est l'idée de le Charmed Circle. Donc, ça, c'était une idée qui a été développée par Rubin et spécifiée pour les jeunes adultes par B. Cheng. Et essentiellement, cette idée propose que dans notre société, nous avons une cercle très petite et au centre de cette cercle, c'est les comportements sexuels appropriés et les présentations de genre appropriées. Et puis tout le monde qui est dehors de cette cercle, en ayant trop de comportements sexuels, en n'ayant pas assez, qui ont des corps qui sont jugés inacceptables, qui ont des intérêts sexuels qui sont jugés comme inacceptables, toutes ces personnes vont vivre du stigma et vont vivre plus de discrimination. Et c'est important pour comprendre que lorsqu'on parle à propos de cette cercle est très petite, il y en a beaucoup de personnes qui sont exclues de cette cercle et qui vivent la discrimination en lien avec cette expérience. Dès l'enfance, on sait que les sociétés punissent les enfants pour ne pas conformer à les normes en lien avec le genre. Donc, on voit les expériences de victimisation chez les populations minorités sexuelles depuis l'enfance, donc même avant qu'ils aient une bonne idée de leur propre identité. Et on voit ça au niveau de la victimisation avec les pères ainsi que les expériences de maltraitance. Et une des choses qui est très importante, c'est que lorsqu'on regarde tout ce qui est cette non-conformité au rôle de genre, qui est associé avec les troubles de santé mentale à l'âge lorsqu'on est jeune adulte, lorsqu'on garde en compte les niveaux de discrimination et victimisation, cette association n'existe pas. Donc, même si ça regarde comme avoir ces patrons et ces expériences pendant l'enfance au niveau de la non-conformité de ces normes de genre qui sont imposées par les sociétés a des conséquences. C'est vraiment parce que les jeunes sont beaucoup punis pour leurs expressions et cette punition au niveau de la discrimination et le stigma a des conséquences à long terme. Lorsqu'on parle, et la raison pour laquelle je parle beaucoup à propos des normes de genre, c'est qu'on sait que la recherche indique que les normes de genre façonnent beaucoup les expériences fondées sur le stigma pour les populations LGBTQ+. Ça influence des choses en lien avec la visibilité. Beaucoup de les stéréotypes autour de les populations issues des diversités sexuelles et de genre touchent sur les idées de comment d'une non-conformité au rôle des genres. Et cette visibilité et ce stéréotypage a des conséquences importantes pour le rôle de la santé mentale. Donc, une des choses qui était touchée au début de la présentation, c'est qu'on voit une grande variabilité au niveau de le fonctionnement pour les gens issus des populations de diversité sexuelle et de genre. Et avant qu'on part pour parler plus à propos des éléments plus appliqués, on voulait un peu creuser dedans cette variabilité. Un des éléments qui est très important pour comprendre la vulnérabilité, c'est l'idée de l'intersectionnalité. Donc, je suis presque certaine que je ne suis pas la première personne pour introduire cette idée, mais c'est essentiellement la théorie qui montre comment les différents systèmes d'oppression se chevauchent et façonnent des conséquences sur une identité spécifique. Et ça se voit de plus en plus, la recherche avec les jeunes et les jeunes adultes montre l'importance de l'intersectionnalité pour comprendre la réalité des jeunes
issus des diversités sexuelles et de genre. On sait par exemple que d'être racialisé change la façon dans laquelle les autres jeunes perçoivent les jeunes issus des diversités sexuelles et de genre. Et on sait aussi que les jeunes racialisés de minorités sexuelles et de genre signalent des niveaux plus élevés de discrimination que des autres jeunes issus des minorités sexuelles. Et puis, finalement, de plus en plus, nos recherches, je voulais souligner la recherche, par exemple, de Alan Mallory, qui soulève les différents rôles multiplicatifs et additifs qu'on peut voir avec les différents types de discrimination dans la vie des jeunes issus des diversités sexuelles et de genre. Finalement, on peut parler à propos de comment les caractéristiques individuelles vont aussi influencer les expériences des jeunes issus des diversités sexuelles et de genre. On sait que les jeunes qui ont des personnalités plus grandes, plus visibles, issus de ces populations, vivent plus de discrimination, possiblement parce qu'ils sont plus identifiables à des autres personnes. Et aussi, les jeunes qui ont de plus de difficultés au niveau de leur comportement vivent plus de conséquences en lien avec la discrimination des autres jeunes. Donc, ça nous montre l'importance de comprendre qu'il y a beaucoup de facteurs qui vont conditionner la variabilité au sein de cette population. Donc, maintenant, je vais introduire Mathieu Joël-Gervais qui va parler à propos de comment ces concepts peuvent être importants dans les contextes pratiques. OK, bonjour tout le monde. J'ai quelques diapos, donc un petit 4 diapos pour lancer la réflexion. Et puis, en fait, Alexa est vraiment la chercheuse là, qui est spécialiste là, au niveau de la littérature, là, au niveau de la discrimination. Moi, en fait, je suis plutôt, là, comme Annie vient de le dire, quelqu'un qui a œuvré dans le communautaire, qui a fait aussi beaucoup de formations là, au niveau de la diversité sexuelle et de genre. Alors, pour mon apport, je voulais peut-être, je vous dirais, résumer à la fois basé sur ce que Alexa vient de présenter, mais aussi par rapport à mon propre parcours là, comme formateur et aussi comme personne qui a vécu de la stigmatisation faisant partie de la minorité sexuelle et de genre. Quelques messages clés, je vous dirais, issus de ma réflexion. Le premier message, c'est, je vous dirais, être conscient de nos propres préjugés. Alors, la première chose qu'il faut se dire, c'est que on a tous ou toutes des préjugés, qu'ils soient implicites, qu'ils soient explicites, qu'on les endosse, qu'on les endosse pas. Moi-même, j'ai des préjugés, puis ça m'énerve d'avoir des préjugés, mais j'en ai quand même. Alors, je vous dirais que comme intervenant, mais comme n'importe quelle personne, comme citoyen, être conscient de nos préjugés. Et il y a des études qui démontrent que lorsqu'on en est conscient, il est plus facile pour nous de les contourner. L'enjeu, et je vous donne une étude que je trouvais fort pertinente, là, mais il y a d'autres études, là. Une étude qui a été faite dans le milieu scientifique, hein, et puis je trouvais ça encore plus pertinent parce que le milieu scientifique, on sait, ce sont des chercheurs qui ont un haut niveau d'éducation, ont un regard multiculturel sur le monde. Alors, on se dit dans ce même type de population qui ne devrait pas avoir de préjugés, et encore plus lorsque vient le temps d'engager des personnes dans des postes scientifiques, on se dit, mais c'est des chercheurs, c'est une personne analytique, ne devrait pas avoir de préjugés, d'autant plus si on veut engager quelqu'un basé sur la compétence. Alors, il y a une étude qui a, la méthodologie, c'est une méthode, il y a des critiques au niveau de la méthode, là, mais quand même, il faut retenir l'idée où pendant 2 ans, on a 40 jurys et qui étaient chargés d'évaluer des candidatures au poste de directrice du Centre national de recherche scientifique en France. La première année, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a demandé au jury de passer des tests d'association implicite. Alors, qu'est-ce que c'est, selon vous, les causes possibles de la sous-représentation des femmes dans les disciplines scientifiques? La deuxième année, on leur a fait leur travail individuel, leur travail habituel. Donc, et ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans la première année, alors, d'une part, on leur demandait, selon vous, est-ce qu'il y a encore la discrimination envers les femmes et quelles sont les causes de cette discrimination-là? Alors, les personnes qui, dans la première année, disaient, oui, il y a encore de la discrimination, oui, j'ai des biais, mais j'en suis conscient. Alors, ces biais-là implicites jouaient
quasiment pas sur la façon dont ils traitaient les candidatures, que ce soit hommes ou femmes. Je pense pas qu'il y a des personnes non-binaires dans les candidatures, donc que ce soit hommes ou femmes. Par contre, ceux que la première année disaient non, l'égalité est là, l'égalité est là, et dans les tests implicites, montrait une certaine forme de stéréotypage ou certaine stigmatisation, préjugés envers les femmes. Mais dans la deuxième année, on voyait que ces préjugés négatifs jouaient de façon implicite. Alors, tout ça pour dire que les préjugés, ils vont jouer de toute façon, qu'ils soient explicites ou qu'ils soient implicites. Fait que, autant bien les rendre explicites, de nous-mêmes être ouverts à nos propres préjugés et de se dire, ben, j'ai des préjugés, j'accepte que j'ai des préjugés et je suis conscient de la façon dont ces préjugés-là risquent de jouer dans mes actions. Alors, je trouvais que c'était intéressant là, comme angle d'approche. La deuxième chose, bon, je veux pas, le but, c'est de ne pas ouvrir, c'est pas le débat que je vais ouvrir, là, mais quand on parle de prendre conscience des effets prévus ou imprévus, en fait, c'est un reportage que je voyais là, sur Netflix là, qui parlait du bill Faustas-Testa, Faustas-Testa, ça se dit mal en français, ça me faisait réfléchir, en fait, à tous ces actions-là qu'on fait. Des actions bien pensantes, en fait, et ce bill-là a été fait pour protéger des victimes d'agressions sexuelles, des victimes de victimisation sexuelle non voulue sur les sites Internet. Alors, on a voulu protéger une population vulnérable, qui sont surtout les enfants. Par contre, on n'est pas poussé plus la question, on s'est rendu compte qu'une population, je ne veux pas encore, de vulnérabilité égale, c'est-à-dire les travailleuses du sexe, eux, le fait d'avoir passé cet amendement-là mettait à risque leur santé, mettait à risque, en fait, beaucoup plus à risque leur travail, en fait. Alors, c'est tout ça pour dire que, alors, M. Trump, alors, vous auriez dû, avant de passer une motion, aller voir chez les publics cibles, en fait, chez vos communautés qui travaillent à la fois, qui sont les travailleuses du sexe, mais aussi les parents, mais aussi les sites Internet pour voir mais quels seraient les effets positifs ou négatifs de ce bill-là. Et ça, je pense que c'est une leçon importante à retenir par-delà le sujet, c'est que nous, dans notre... lorsqu'on prend, surtout lorsqu'on connaît peu les communautés ou lorsqu'on est peu à même de comprendre la dynamique avec laquelle les interrelations se font dans une communauté. Alors, on peut être bien intentionné au départ, par contre, on peut faire plus de mal que de bien si on ne prend pas le temps de valider avec les communautés la pertinence et les impacts de nos actions. Bon, la troisième chose, et je vous dirais que c'est venu aussi lorsque je donne des formations, certaines questions que j'avais au niveau des intervenants et intervenantes qui, en fait, franchement, moi, j'ai déjà entendu dire, ben ce jeune-là, il ne s'aide pas. Je veux dire, on lui donne des ressources, je suis là, je l'écoute, puis lui, il m'envoie chier. Puis j'ai vraiment, je vous rapporte ça, là, je suis désolé, c'est pas, je vous rapporte ça comme ça sort, là. Mais il faut, et puis probablement que beaucoup d'entre vous ont fait des cours de psychologie, je veux dire, on se rappelle certaines choses, mais les personnes qui vivent, et Alexa l'a bien expliqué, des inégalités de façon systémique, de façon soutenue. Il y a plusieurs effets psychologiques qui persistent même à l'âge adulte. Alors, l'effet de la résignation acquise, la fameuse expérience là, de Seligman où on avait mis, alors c'était un chien, où on avait mis un chien dans une cage où il recevait des chocs électriques et il n'avait aucun moyen d'arrêter les chocs électriques. Et on s'est aperçu que lorsque on ouvrait la cage, le chien restait dans la cage et continuait à recevoir des chocs électriques puisqu'il avait appris que peu importe ce qu'il faisait, il ne pouvait pas se sortir de cette situation-là. Alors, je trouvais que l'image de l'éléphant aussi attaché, l'éléphant attaché, ça nous dit aussi que peu importe la force
prétendu de l'individu. Un éléphant, ça peut sortir de toute évidence de son petit pieu, même si on est un homme, ça, quand on fait des agressions sexuelles, la violence conjugale, des fois, on travaille avec des hommes qui sont très forts et qui, puisqu'il y a des mécanismes psychologiques de domination très forts, sont victimes d'agressions sexuelles, sont victimes de violence conjugale de la part d'une femme très petite et très maigre. Donc, dites-vous que c'est alors deux choses. D'une part, ce n'est pas parce que l'individu a l'air ou devrait théoriquement, par rapport à son âge, par rapport à son statut, par rapport à sa force, être capable de s'en sortir, qui nécessairement a les capacités psychiques, psychologiques ou n'a pas l'accumulation de traumas qui l'empêche de faire les premiers pas. Et deuxièmement, étant donné les traumas complexes, étant donné les rejets qu'il a lui-même subis dans son enfance, qu'il subit actuellement ou qu'il a vu sa communauté subir, il se peut que la réaction soit négative à une demande d'aide qui est positive. Et c'est à nous de passer par-dessus ça et de se dire c'est normal, c'est malheureux, mais c'est quelque chose de psychologique. Et une fois qu'on comprend ça, on est plus à même, dans le fond, d'accepter l'individu et de se dire qu'il faut reconstruire ce lien de confiance-là, même si on l'accueille à bras ouverts et qu'il nous envoie promener, ben, il va falloir continuer à l'accueillir à bras ouverts jusqu'à ce que ces schémas-là traumatistes se déconstruisent tranquillement avec l'intervention. Et une dernière, je vous dirais, une dernière chose, quand on parle de stéréotypes, de stigmatisation, on a une amélioration dans les dernières années. Je vous donne l'exemple des personnes trans où au niveau du... où on a dans le fond, un changement de loi qui a été fait pour reconnaître l'identité de genre et l'expression de genre comme motif de discrimination. Aussi au niveau des droits LGB aussi, on a dans les chartes constitutionnelles des lois qui protègent. Par contre, il n'en reste pas moins que les discriminations indirectes persistent. Dans le sens qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui va te dire t'es trans, il n'y a personne qui va te dire ouvertement t'es trans, alors je ne te donne pas de service. Mais ils vont te le faire sentir, par exemple. Et ça, ça nous dit qu'au niveau des lois, on est rendu, on est un des pays modèles, au Canada d'ailleurs, au niveau de la protection, un des bons pays en fait. Là. Par contre, cette protection-là institutionnelle ne se voit pas toujours au niveau individuel lorsque vient le temps de faire de la prestation de service. Donc, c'est donc dire que ce n'est pas parce que c'est inscrit dans la Charte des droits et libertés qu'on protège l'expression de l'identité de genre que quand le jeune trans va aller chez son médecin de famille, dire je veux me faire presser les hormones, il ne se fera pas regarder comme mais là, comment ça tu veux devenir une femme? Je veux dire, t'es un beau gars, là. Il ne se fera pas répondre ça. Il y a aussi certaines choses qui restent, je vous dirais, à amarrer. Comme par exemple, je vous dirais de nouvelles réalités qui restent qui émergent, là, qui restent aussi je vous dirais, à parler. Alors, au niveau des victimes d'agressions sexuelles, au niveau de l'aide aux femmes trans, par exemple, les ressources qui sont destinées aux femmes victimes d'agressions sexuelles. Alors, je sais que les CALAC, les CAVAC ont eu une discussion. Est-ce que les femmes trans, est-ce qu'on est ouvert aux femmes trans? Est-ce qu'on peut inclure des femmes trans dans nos services, surtout des femmes trans qui sont en début de transition. Alors, ça, je vous dirais que ces enjeux-là, bon, en tout cas, en 2018-2019, c'était présent ces questionnements-là. J'imagine qu'on a un bout de fait. Par contre, dites-vous qu'on a encore, au niveau de la prestation de service, des choses à amorcer pour s'assurer que la personne qui demande un service ne soit pas un peu victime de la méconnaissance qu'on a de la réalité ou de certaines façons de faire qui peuvent être discriminatoires. L'autre chose aussi, comme je vous disais, ça vient avec une recherche que j'ai faite avec Michel Doré. On a regardé la violence conjugale et les agressions sexuelles. Donc,
cette espèce de mythe que chez les couples lesbiennes, il n'y a pas de violence conjugale, cette espèce de mythe que la femme agresseur ne, n'existe pas. Alors, encore une fois, ces stéréotypes-là demeurent et empêchent certaines personnes d'avoir accès à des services qui sont adéquats parfois. Et finalement, Alexandre en a parlé, changement de profond dans le système éducatif. Encore une fois, on a fait des grands pas, mais il reste que ce n'est pas nécessairement, comme Alexa disait, quelqu'un qui a voulu discriminer, mais c'est juste que la façon dont nos lois sont faites, par ricochet, de manière non voulue, discrimine ou rend le parcours d'intégration des personnes non cisgenres, non hétérosexuelles plus difficile. Et je vous dirais que c'est d'autant plus important, tout ça, d'un côté théorique, là, comme société, mais en relation avec ce que je viens de vous dire, puisque une personne, dites-vous qu'une personne qui est déjà dans une situation de stigmatisation, une personne qui a déjà un certain trauma, ce sentiment de résignation acquis, justement, lorsqu'elle vient pour avoir de l'aide au niveau de la santé et services sociaux, dites-vous que cette petite embûche-là, tu sais, que moi, je vais voir mon médecin, puis je me dis, voyons, comment ça, je vais devenir une femme, t'es un bel homme, hein? Tu sais, je veux dire, ça peut paraître innocent, ça peut paraître, ah ben là, il va passer par-dessus, puis ça va être correct. Mais pour la personne qui a vécu des traumas complexes, qui a été stigmatisée toute sa vie, ça peut être suffisant pour qu'on la perde au niveau de service d'intervention, pour qu'elle ne fasse plus confiance au système. Et d'autant plus que la peur, et il y a des études qui démontrent que la peur d'avoir des remarques négatives quand on va chercher de l'aide, la peur anticipée est aussi un facteur aussi important pour empêcher la personne d'aller chercher des services que d'avoir une discrimination ou un rejet réel. Alors, je pense aussi qu'on a une responsabilité en tant que personne qui donne des services, de se rendre compte qu'on a fait un bout de chemin, mais on a encore des choses à aller améliorer, à aller amarrer, je dirais, et pour s'assurer qu'on ne soit pas un embûche supplémentaire pour que les personnes qui viennent de l'aide puissent avoir l'aide qu'ils ont.